Comment récupérer un ex qui a un attachement désorganisé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va d'abord faire un diagnostic pour savoir si c'est ce que tu observes, si ton ex est réellement comme ça, et si oui, dans ce cas-là, on va mettre ensemble en place un plan. Je te donne précisément ce qu'il va falloir dire et surtout ce qu'il ne faut absolument pas dire. Alors peut-être que pendant votre relation amoureuse, tu as trouvé des choses bizarres. Un jour, ton ex est très présent, l'autre jour, ton ex était très distant. Parfois, ça se passait très bien, même trop bien, tout d'un coup, plus rien. Et même dans la reconquête amoureuse, après la rupture, ça se passe pareil. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu connais pas grand monde qui a ce genre de comportement. Tu te demandes si c'est toi, si c'est lui, et qu'est-ce que tu as fait de mal là-dedans. Très souvent, quand on voit ce genre de comportement, on aura ce qui s'appelle un attachement désorganisé. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Et juste en dessous, j'ai mis un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» avec plein de cadeaux et aussi la possibilité d'appeler mon équipe si vous le souhaitez. Alors, c'est quoi un attachement désorganisé? Il y a 4 grands types d'attachement. Il y a d'abord ce qui s'appelle l'attachement sécure, qu'on trouve aussi parfois dans la littérature sous le nom de attachement équilibré. C'est des gens qui sont à l'aise avec l'intimité, c'est des gens qui sont capables de communiquer et c'est des gens qui savent réguler leurs émotions. On estime qu'à peu près une personne sur 2 sur Terre aurait un attachement sécurisé. Des gens qui, par exemple, lorsqu'il y a une rupture amoureuse, souffrent, mais arrivent à s'en remettre. Des gens qui, par exemple, dans un couple, si jamais ça ne fonctionne pas, sont aussi capables d'en partir ou de résoudre les choses. Il y a après ça un quart de la population qui a ce qui s'appelle un attachement anxieux, qu'on retrouve aussi parfois dans la littérature sous le nom de attachement insécurisé anxieux ou sous le nom de attachement préoccupé. C'est des gens qui ont peur de l'abandon, qui ont une forme d'hypervigilance émotionnelle, qui ont fortement besoin d'être rassurés. Ça a été mon cas pendant quasiment toute ma vie. L'impression que t'es pas suffisant, que l'autre va te quitter. Et donc tu passes ta vie entière à chercher à ce que l'autre te valide et tu veux qu'il te rassure sur le fait qu'il ne partira pas. Ta plus grande peur, ton anxiété, c'est que l'autre parte. Il y a après ça, pour à peu près un quart des gens, entre 20 et 25%, ce qui s'appelle attachement insécurisé évitant. On trouve souvent dans les vidéos YouTube sous le nom de attachement évitant ou encore sous le nom de détaché. Ce sont des gens qui sont pas confortables avec l'intimité. Alors autant l'anxieux court après l'autre en permanence, autant l'attachement évitant, il a besoin d'amour, mais il en a peur. Donc il passe son temps plutôt à fuir, par exemple, de peur d'être quitté. Plutôt que d'être quitté, je partirai le premier. Si jamais je m'investis dans la relation, je risque de souffrir. Si jamais je me laisse aller à tomber amoureux, alors ça pourrait causer des problèmes dans ma vie. Ils ont besoin de distance très souvent, de rester seuls. Ils sont toujours comme à 5 mètres de toi. Jamais vraiment dedans, mais jamais non plus complètement partis. Et ils minimisent leurs émotions. Souvent, ça vient d'un schéma parental où tomber amoureux a créé un problème. Par exemple, mes parents sont amoureux, papa tape maman, donc l'amour fait mal. Et donc je ne dois pas être trop amoureux. On en arrive à ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'attachement désorganisé, qu'on retrouve dans la littérature aussi, sous le nom de craintif évitant. Ça représenterait entre 5 et 10% de la population. Ce sont des gens qui oscillent entre l'attachement anxieux, parfois, et puis qui vont, d'autres fois, être dans ce qui s'appelle un attachement évitant. Ils sont un coup l'un, puis un peu l'autre. Ça peut être le matin l'un, le soir l'autre. Et moi qui suis qui était majoritairement, par exemple, d'attachement anxieux, j'ai aussi eu des phases dans ma vie où je passe désorganisé. Donc tu peux tout à fait être l'un, puis te diriger vers l'autre. Ou être par exemple désorganisé avec une tendance à être plutôt anxieux. Si ce n'est pas clair, j'y reviens dans un instant avec des exemples. Cette personne peut osciller brutalement entre 2 modes qui sont complètement opposés. Le comportement anxieux, j'ai besoin de toi, j'ai peur que tu me quittes, rassure-moi, sois présent juste à côté de moi, et puis tout à coup, complètement froid, évitant, distance, froideur émotionnelle. C'est une personne qui n'a pas réussi à développer dans son enfance une stratégie stable pour réguler ses émotions, et donc c'est un système qui est dit fracturé. Voici un exemple typique. À 9h, une personne qui aura l'attachement désorganisé dira « Si jamais je te perds, mon monde entier s'écroule. Tu es l'amour de ma vie, sorti de nulle part. » Et puis à midi, cette personne peut te dire « Ta présence me stresse, j'ai besoin de rester tout seul. Laisse-moi tranquille, ça me met trop de pression. » Donc pour toi, vu de ta perspective, son comportement est incompréhensible, alors que pour lui, c'est une tentative de gérer sa peur et ses émotions en interne. Alors pourquoi est-ce qu'il balance, pourquoi est-ce qu'il oscille entre évitement et anxiété? C'est pas anodin, ça peut dépendre de plein de facteurs. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, si on me prend moi comme cobaye aujourd'hui, que majoritairement j'étais anxieux, mais de temps en temps je pouvais osciller
aussi avec le fait d'être évitant. Ça dépend de la période de ta vie. Peut-être que en ce moment, ton ex est fatigué, surcharge mentale, problème à son travail, problème avec sa famille, problème de santé, la saisonnalité. Ça peut dépendre aussi du type de partenaire. Certains partenaires qui sont par exemple attachement équilibré font que la personne désorganisée sera un peu plus équilibrée. Ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Le matin, il se passe quelque chose, il reçoit un SMS qui montre qu'il y a un problème et du coup, il va osciller d'une phase à l'autre. Ça peut être ce que tu as dit, ça peut être ce que tu n'as pas dit. Ça peut être aussi bêtement une angoisse interne qui vient faire osciller tout son système. On peut résumer ça en disant que ça va dépendre de son niveau de sécurité à un certain moment. Ce matin-là, je me sens plutôt en sécurité, donc il ne se passera rien. À midi, je me sens en insécurité, j'ai peur que tu me quittes. À 15h, j'ai finalement trop ta présence sur moi, j'ai besoin que tu repartes. Ça peut être aussi parfois de juste nos propres souvenirs. On dit qu'on revit chaque saison, la saison précédente. Par exemple, tu vas revivre à Noël ton Noël d'avant. On dit qu'il faut 2-3 fois repasser les saisons pour finir par les oublier. Mais si jamais ton ex a un mauvais ancrage, par exemple sur décembre de l'an passé, il est possible que ça le mette en insécurité le décembre d'après. Garde bien en tête que ton ex n'est pas lunatique, c'est juste une personne qui est hyper réactive. Ce qu'il ressent à l'intérieur, c'est des émotions extrêmes, de la tristesse, de la colère et surtout de la terreur. Et pour venir compenser cette terreur interne, il va mettre en place des mécanismes externes pour venir se rassurer. Si tout d'un coup tu es trop présent, son mécanisme pour résoudre cette terreur, ça va être de te repousser. S'il se sent trop seul, son mécanisme pour résoudre sa terreur, je parle vraiment de terreur interne parce que c'est réellement ce qu'on ressent. On ressent quelque chose qui est extrêmement fort. Alors pourquoi est-ce que la relation explose très souvent ? Parce que l'ex qui est désorganisé va vivre la relation comme un déclencheur permanent. Et quand je dis permanent, ça peut être réellement entre 9h le matin, 11h le matin, 14h l'après-midi, 20h. Plein de petits éléments du quotidien peuvent venir déclencher cette terreur. Un petit détail, c'est par exemple, tout d'un coup tu bailles, il ressent que tu t'ennuies et il a besoin de partir. Ou tout d'un coup, c'est un regard bizarre dans la rue, il n'arrive pas à gérer cette émotion en interne et ça va créer une forme de terreur. Il t'envoie un message qui n'est pas lu, pas répondu et il se dit je ne compte pas. Alors, c'est à mettre de manière relative dans ta vie de couple. C'est des exemples qui sont un tout petit peu exagérés. Considère bien que moi qui ai été un peu dans ce type d'attachement désorganisé, c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire que pendant 6 mois, 1 an, ça peut bien se passer. Je pouvais trouver une forme de stabilité interne. Et après ça, il y aura une phase, par exemple 1 ou 2 semaines, pendant lesquelles j'aurais été plus sensible. Et à ce moment-là, par exemple, admettons du 1er au 15 janvier, où je suis plus sensible, en effet, ce genre de choses me ferait plus d'effet que la moyenne. Mais arrivé au 16 janvier, je pouvais aussi retrouver, pour ma part par exemple, l'attachement qui était plutôt stable. Et donc après, ça l'aurait moins fait. Mais c'est vrai que du point de vue du partenaire, c'est bizarre de voir ça. Qu'est-ce qui fait que les mêmes comportements qu'il avait utilisés en octobre, novembre, décembre ne faisaient rien ? Tout d'un coup, la personne arrive dans une phase qui est plus sensible pendant 15 jours, du 1er au 15 janvier. Donc les mêmes comportements qu'il fait provoquent d'autres types de réactions. Et après ça, on revient à la normale. Et là, la personne avec qui tu es se dit « j'ai fait quelque chose de mal » ou encore « il me trompe parce qu'il est tellement bizarre que c'est bien forcément d'autres choses ». On en arrive au point qui est extrêmement important de cette vidéo, c'est que la rupture n'est pas ce que tu crois. Un désorganisé ne coupe pas la relation parce qu'il ne t'aime plus, mais il va la couper parce qu'il n'arrive plus à gérer ce qu'il y a en lui. Et l'être humain est ainsi fait que lorsque tu as un problème, tu te dis toujours c'est la faute de l'autre. Bien évidemment, même une personne désorganisée peut ne pas en avoir conscience. Et la première personne, le premier coupable que tu vas chercher, c'est en ouvrant les yeux le matin, en regardant, je me sens mal dans ma peau, je suis en couple avec un tel, donc le problème est un tel. Et si j'en pars, je vais arrêter cette terreur et je vais retrouver une vie normale. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est que cette personne part, te quitte par exemple, mais elle est toujours tout autant terrorisée après. Donc en fait, de manière comportementale, elle vient de comprendre que sa terreur n'est pas liée à toi, mais sa terreur est liée à son état général. Et c'est pour ça qu'il y a ce temps qui est nécessaire de silence radio, parce que la rupture amoureuse va venir rajouter du stress dans un système interne qui est déjà terrorisé. Donc en gros, suivez-moi. Dans la relation, il avait ces phases
d'anxiété et d'évitement qui s'alternaient. Il se dit un jour, je vais de plus en plus mal, je suis terrorisé, je dois partir. Parfois, quand on part, on a un pic vers le haut, on se sent mieux. Et puis on se retrouve seul, on se sent moins bien. Et puis on rencontre de nouveaux amis. Et puis éventuellement, on date un petit peu, on fait des rendez-vous. Et puis ça se passe mal. Et ça fait des hauts et des bas. Au bout d'un moment, cette personne se dit finalement, j'ai non seulement ma terreur qui est toujours présente, peut-être même qu'elle s'est accentuée. Et finalement, mon ex n'était pas si mal que ça. Donc, est-ce qu'on peut récupérer un ex qui est désorganisé? Oui, bien évidemment. Mais on va pas utiliser des méthodes qui sont classiques. Rien ne revient plus dans ta vie que quelque chose d'instable. Les pires ruptures amoureuses sont les gens qui sont très stables. Une personne qui va rester avec toi en couple pendant 20 ans, en donnant tout, qui par la logique des choses, qui par la force de sa communication, va t'expliquer pendant les 5 dernières années que ça ne marche pas et qu'il doit partir, au moment où il part, il ne revient pas. Une personne qui part à l'inverse, parce qu'elle a cette forme de terreur, va toujours aller vers ce qui est le plus rassurant, vers ce qui est le plus apaisant. Et donc ça signifie que tu ne peux pas mettre en place des méthodes de reconquête qui sont classiques, avec lui mettre la pression, des ultimatums, des silences punitifs, tenter de rendre l'autre jaloux de manière artificielle en postant des photos de toi sur Instagram. Tout ça viendrait réactiver sa terreur d'abandon et le faire fuir de plus en plus. Ce que tu dois faire si tu souhaites récupérer ton ex qui a ce type d'attachement, c'est stabiliser. Je te donne un exemple tout de suite. Mais avant ça, tu ne dois pas être un sauveur. Tu n'es pas son thérapeute. Tu dois être une présence constante, non menaçante. Tu dois avoir une communication qui est simple et douce. Je te donne un message qui marcherait bien. J'espère que tu vas bien, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça fonctionne. Tu montres de la stabilité. Tu ne montres pas d'empressement, pas de pression. Ce qui ne marcherait pas à l'inverse, ce serait « Pourquoi est-ce que tu m'ignores encore ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ça, c'est de ta faute. » Ta reconquête fonctionnera réellement et de manière efficace quand tu seras rassurant. Le temps est ton allié. Et cette personne est instable, comme une espèce de boule de flipper. Ça va en avant, ça va en arrière, droite, gauche. Attends juste que cette balle de flipper revienne vers toi pour avoir un message qui est apaisant, qui est stable, qui est mature. J'aimerais ajouter une dernière chose aujourd'hui, c'est que il y a quelque chose de pas agréable à sortir avec ce genre de profil. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas quelqu'un de très facile à vivre là-dedans. Parce que déjà, me gérer moi-même était compliqué, alors se faire gérer par quelqu'un d'autre, ça a été encore plus. Vivre à deux, une relation où l'un des deux a une forme d'instabilité émotionnelle, c'est pas simple. Mais c'est des profils aussi qui ont une sensibilité qui est géniale, qui ont souvent une créativité, qui ont quelque chose de très attachant. Il y a une blessure qui rend ce profil attachant. Et la vraie question, au-delà de la récupérer cette personne, c'est de te demander, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir les épaules pour supporter ce genre de relation? Ou est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à trouver quelqu'un qui a un attachement équilibré? La bonne nouvelle, c'est qu'en fonction du degré de désorganisation, cette personne peut changer, peut évoluer. La preuve avec moi qui suis devenu quasiment un profil de type équilibré. Donc oui, c'est possible, dépendant de plein de choses, dépendant déjà du pourcentage à la base de terreur, etc. Mais oui, ça reste possible. Et pose-toi cette question. Est-ce que je veux ça dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à vivre ça pendant encore quelques mois ou encore quelques années? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» et toute mon équipe qui est là si vous souhaitez analyser le profil d'attachement de votre ex et mettre en place des bonnes stratégies efficaces. Salut à tous, bye.